Salut, c'est Ashley. À 21 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route et j'ai une commotion cérébrale sévère. Il a fallu que je réapprenne à parler normalement, la motricité fine, bref, tout. Un an plus tard, j'ai été traitée d'urgence à cause d'une rare maladie auto-immune qui détruisait mes organes. Un médecin m'a dit que si je m'étais endormie le soir de mon hospitalisation, je serais probablement décédée parce que mon cœur aurait cessé de battre. À 24 ans, après m'être fait dire plusieurs fois que je serais stérile à vie, je suis tombée enceinte. Puis à mesure que ma grossesse avançait, je prenais du mieux. Si bien que le jour où j'ai accouché de mon petit bébé miracle, j'étais redevenue en pleine forme. Ces épreuves-là ont laissé leurs séquelles. J'ai souffert d'une dépression majeure et depuis, je suis atteinte d'anxiété généralisée, d'un TDAH, mais je suis heureuse. Il a fallu que je réapprenne à vivre du mieux que je peux en étant une nouvelle personne. C'est dans le but d'aider les gens qui souffrent eux aussi de problèmes de santé mentale que j'ai décidé de faire la série web À deux pilules d'être folle. Parce que c'est toujours plus le fun de souffrir en gang qu'en silence. Bonne écoute! 1, 2, 3, à deux! À deux! À deux pilules d'être folle! TDAH, TPL, PTSD, tout le bordel, les bipolaires, les autres affaires, avant d'en avoir ras-le-bol. Ashley, prends la parole. À deux pilules d'être folle! Salut! Bienvenue à Deux pilules d'être folle. Merci de nous écouter. Merci aussi à notre commanditaire Comeback Skateboard. Yeah, boy! Aujourd'hui, je suis avec le comédien, l'humoriste, l'animateur radio, le père de famille. Dans le fond, je suis avec la pieuvre du divertissement. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, c'est bon ça. Martin Vachon! Yeah! Je m'applaudis. Ben oui. Merci d'être là. Merci de l'invitation, très content d'être là. Ça fait plaisir. Tu as eu ton diplôme de l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe en 2005. Ouais. C'est comment d'être un jeune théâtreux en région? Vivre dans la pauvreté, mais moi, j'étais pas théâtreux. C'était ça l'affaire. Puis ça, là, on peut déjà parler de ça. Le sentiment d'imposteur, moi, il a parti vite dans ma vie. Moi, je suis sorti du secondaire, je voulais faire de l'humour. J'étais trop jeune pour l'École nationale de l'humour. J'ai fait mes auditions sur un coup de tête parce qu'un de mes amis faisait ses auditions pour l'École de théâtre, mais j'ai même pas lu les pièces. J'ai juste lu les scènes. Je suis allé faire ça. Ça a dû être la pire audition au monde, mais ils ont vu un potentiel. Fait que j'ai été accepté là. Ton ami, tu étais accepté? Non. C'est Mais il est revenu plus tard dans un autre programme en production. Mais là, je suis arrivé là à 17 ans. Je connais pas le théâtre pantoute. Je veux être humoriste. Puis là, je suis rempli de gens qui sont des théâtreux, qui marchent nu-pieds et tu sais, que c'est leur rêve de faire du théâtre. Moi, je connais rien. Mon premier cours, j'étais avec un Français super gentil qui s'appelle Arnaud Bodquin. Il a 27 ans, moi j'ai 17 ans, puis on fait de l'improvisation sur Antigone. Et là, je fais le rôle d'Ismène. Je suis une femme en improvisation. Je comprends rien de ce que je fais. Fait que toutes mes années à l'école de théâtre, j'ai adoré ça parce que j'aime jouer, mais j'avais toujours la petite voix dans ma tête. T'es pas vraiment un théâtreux, là. Toi, tu veux faire de l'humour, t'aimes le hockey, t'aimes les Pokémon, hostie, t'es pas l'amour des mots. Fait que ça a commencé là, le sentiment d'imposteur. Est-ce que tu sentais que t'étais outsider dans le day-to-day là-bas? Non, je pense pas. Je pense que c'est un discours qu'on se fait soi-même dans sa tête, puis que les autres, ils s'en foutent bien raide. C'est moi-même qui me mettais des barrières de penser que je suis pas aussi bon qu'eux autres. Mais ça, c'est le côté aussi, je suis extrêmement perfectionniste. Fait que dès que tu vas tout le temps te dire, ouais, c'est ça, mais t'es pas vraiment un comédien, toi, t'es plus un humoriste. Fait que, mais eux, non. Eux autres, ils me trouvaient gentil. J'étais le Martin Golden Retriever que tout le monde connaît, puis qu'ils appréciaient passer du temps avec moi, là, ça. Fait que depuis que t'es jeune, t'as tout le temps été comme ça? Ouais, tout le temps. Puis est-ce que t'es programmé pour tout le temps sourire ou est-ce que t'es capable de ne pas sourire? Sûrement que je suis capable. Comme là, en ce moment, j'ai des problèmes avec ma piscine, l'installation de ma piscine, puis je souris moins. mais fondamentalement, dans le fond de mon âme, je suis Ned Flanders. Je suis trop gentil, puis il faut que je travaille là-dessus pour arrêter de me soucier de ce que les autres pensent, puis juste, puis en même temps, c'est pas tant ce que les autres pensent, c'est que j'aime ça être comme ça. C'est ma nature, je pense. Et quand tu dis que t'aimes ça être de même, est-ce que c'est parce que tu sens que, OK, je suis un bon gars? C'est parce que t'aimes le sentiment d'être une bonne personne? Je pense que oui, mais je pense aussi que ça vient avec la personnalité, les valeurs qu'on m'a inculquées quand j'étais jeune. Et je pense que ça fait du bien être gentil. Et c'est ma personnalité. Genre, je pourrais pas... Il y en a qui sont capables plus de s'affirmer puis ils vont prendre plaisir ou juste ils vont avoir... je sais pas, plus de colonne vertébrale. On dit, moi, je suis plus comme, hey, on va m'arranger pour que tout le monde soit content.
Puis t'aimes tout le temps ça, plaire à tout le monde. On va en parler plus tard, mais tu sais, t'aimes tout le temps ça, plaire à tout le monde. Est-ce que tu le sais que des fois, quelqu'un qui est trop parfait, ça gosse? Ah oui, totalement. Puis là, ça va me gosser de « Il faut pas que le monde pense que je suis trop parfait. » Inquiète-toi pas, même moi, je me gosse. Fait que... T'es-tu de même à la maison aussi? Sûrement moins, mais... parce que, tu sais, je sais pas, j'ai pas personne à... Hein, c'est une bonne question. Est-ce que je suis de même? Je pense que oui. Tu sais, ça va me faire de la peine quand je sens que je peux pas faire plaisir à ma femme ou à mes enfants parce que je dois trop travailler. Puis là, je fais comme, j'aurais aimé ça être le père parfait pour passer plus de temps avec mes enfants. Puis après ça, si je passe plus de temps avec mes enfants, je vais faire comme, le Martin, l'entrepreneur, le gars qui doit travailler, fait comme, il aurait dû passer plus de temps sur son travail. Tu sais, fait que faut trouver un équilibre, je pense. Puis mon équilibre est meilleur à la maison entre la bonne personne, puis parce que mon père était quand même rough quand j'étais jeune, puis j'ai réalisé que j'ai le « hey » de papa qui vient ben trop rapidement. Genre, je suis Ned Flanders, mais ils font une petite affaire, ma patience n'a pas de limite. Genre, tout de suite, j'ai chicane, mais genre, je suis quand même un père strict. Ils l'ont dit... ma femme, l'autre fois, elle disait « Pourquoi t'écoutes plus quand c'est papa? Mais papa, il est plus sévère. » Je fais « Oh, OK, là, ça m'en rend compte. Ouais. Je fais « Non, je suis plus sévère que ma femme. » C'est sûr que t'étais super doux, puis comme, ben non, va faire ta chambre. Non, c'est ça, c'est vrai. Ben, je peux l'être, ce papa-là, mais je suis plus papa de la vieille école, du « Hey! » Puis les enfants doivent respecter leurs parents. Puis... T'as connu ça, toi, les petites tapes ses mains, des règles? Ouais, mais mon père, il m'a pas tant... tu sais, il m'a jamais frappé, mais il était physiquement et verbalement « Hey, ça va faire... » Moi, je me souviens tout le temps de la phrase qui me terrorisait quand j'étais jeune. On se disait, je voulais aller coucher chez Mathieu. « Hey, je vais aller coucher chez Mathieu. » Non, tu t'en viens à la maison. « Oh, come on! Hey, t'amènes ton os ici. » Genre, t'amènes ton os, ça voulait dire comme l'entièreté de mon os, de tous mes squelettes. Ouais. Et genre, ça faisait « Amène ton os ici. » Hey, cette phrase-là m'en venait en 2 secondes. Ouais. Puis c'était comment la dynamique avec ton grand frère? Ben, moi, avec mon frère, je m'entends super bien, mais mon frère est actuaire. C'est vraiment, il est cérébral, fini maths 536 à 99% du sommaire. Moi, je faisais des imitations en fumant du pot au secondaire. On était carrément deux mondes différents. Mais, comme bien du monde, je crois, mon frère a été le premier enfant d'une famille. Puis même, je le vois avec mon enfant. On est tout le temps plus sévère que le premier. Le premier, il est plus cadré, genre, OK, on faut la routine du dodo, tout ça. Puis le deuxième, il est plus YOLO, il se couche plus tard en ce moment. C'est là, on a perdu le contrôle avec mon deuxième. Lui, c'est un petit bohème, il fait ce qu'il veut. Puis fait que c'est peut-être un peu ce que ça a donné aussi avec mon frère qui est plus, tu sais, qui a eu une discipline plus stricte quand il était jeune, il est plus dans les études, puis moi j'ai été plus le saltimbanque. Fait que toi t'étais Bart puis ton frère c'était Lisa. Ah, totalement. Puis mon père clairement Homer. Ça c'est clairement ça. On est vraiment la famille Simpson. Pour vrai? Ouais. Ta mère est vraiment du type à prendre soin comme Marge. Ma mère est décédée malheureusement depuis 2 ans, mais elle était Marge. Elle se souciait de ses enfants, là, tu sais, elle était sensible. Puis quand je chicanais, elle faisait mère, Martin. Mais c'est ça, elle fumait en plus, ma mère. Fait qu'elle avait à peu près ce voix-là. Avant de commencer ta carrière de comédien puis d'humoriste, justement, tu étais un imitateur. Oui. Est-ce que tu t'es lancé dans l'humour par passion ou c'est parce que tu pognais juste pas à dire ça aux filles? Salut, je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Non, en plus, c'est le contraire. J'étais dégueulasse. Pour vrai, là, je m'excuse auprès de toutes les filles que j'ai déjà abordées avec des imitations. J'étais dégueu, là. Ma blonde, ma première date, j'ai fait des imitations puis elle m'en parle encore à quel point elle, ça avait été un turn-off. Puis moi, je faisais « Pierre, regardez. » Tu sais, genre, oublie ça. Là, je fais « ouais. » J'ai arrêté de faire des imitations parce que j'ai essayé une fois de faire rire en étant moi-même, puis j'ai plus préféré ça. C'est vraiment plus le fun être soi-même sur scène. Et aussi parce que j'avais pas une hygiène de vie pour être imitateur, parce que c'est des chanteurs incroyables. Puis moi, j'étais un gars de party qui prenait des bières, qui fumait des cigarettes, puis je pouvais pas être imitateur en faisant ça. Mais puis c'est vraiment le plaisir d'être sur scène, de faire rire et de faire plaisir aux gens. Ça revient avec le Martin gentil que je veux faire plaisir aux gens. C'est un sentiment tellement le fun de mon one-man show. C'était hey, mettez vos problèmes de côté pendant 1h30 puis faites juste rire. Venez pleurer de rire, ça va vous faire du bien. Une thérapie par le rire, qu'on dit. Ça. C'est ça. Il y a peut-être ça aussi en humour qui me plaît. Tu trouves ça thérapeutique, justement, de pouvoir en parler sur scène? J'en parle pas tant sur scène. J'en ai parlé un peu que j'étais trop gentil, mais... peut-être dans le 2e, je vais plus en parler.
je pense que ça me fait du bien à moi aussi. Parce que, tu sais, on a tous nos problèmes personnels dans la vie. Puis il y a eu une étape dans mon one-man show que ça brassait vraiment côté personnel. Et c'est fou le pouvoir de la scène, à quel point, genre, j'étais capable de vision tunnel, de faire mon spectacle. Puis ça me faisait du bien autant à moi, je pense, qu'aux spectateurs. De gérer des problèmes personnels, d'embarquer sur scène, de faire son show, de sortir, de reprendre le téléphone dès que tu es dans ta loge. OK, un instant, tu raccroches, tu prends des photos avec les gens, tu sais. Fait que le performer, je crois, travailler, pour moi, je pense que ça me fait du bien. Puis on va sûrement parler d'anxiété plus tard, mais moi, si je travaille pas, je deviens anxieux. Genre, il faut que j'aille le sentiment... Je peux pas relaxer dans la vie. Moi, j'ai de la misère on dirait, aller dans le sud. Puis peut-être aussi parce qu'on a un métier, qu'on cherche des anecdotes, des choses à observer tout le temps. Ça me prend plusieurs jours en vacances avant de vraiment être en vacances, me mettre le cerveau à off, et pas tout le temps penser à qu'est-ce que je pourrais prendre comme note, comme observation, qui pourrait devenir peut-être un futur numéro d'humour. Ça. Mais quand tu fais de l'anxiété, justement, est-ce que c'est de l'anxiété ou de l'anxiété de performance? J'ai les deux. Je suis un beau cas, moi. Mais je suis suivi maintenant. J'ai une psy qu'on travaille fort là-dessus. Je sépare ça en deux affaires. J'ai de l'anxiété de performance dans tout ce qui est rapport, dans toutes les sphères de ma vie. J'ai réalisé, pas juste au travail. Tu sais, au travail, je veux vraiment être bon. Puis, tu sais, on est tellement difficile avec nous-mêmes. Ça va super bien. Tout le monde te trouve écœurant. Puis toi, tu vas trouver la petite faille où tu vas te comparer malheureusement avec d'autres mondes qui sont peut-être plus avancés que toi dans le milieu. Puis ça va t'atteindre quand il ne faut pas. Tu sais. Je veux toujours vraiment être à 100%. Donc, c'est très difficile à gérer ça. Puis l'anxiété en général sur des affaires, justement sur le désir de plaire, sur des fois... un exemple d'anxiété qui se crée, moi, des fois, j'ai réalisé que je faisais de la distorsion cognitive. Okay. Ça, c'est... on va dire que je sors du podcast puis je trouve que j'ai pas été bon. Puis là, tu sais, je vais vous voir parler ensemble. Puis là, ou juste la manière quand tu me regardes, je suis capable des fois, la paranoïa un peu, c'est genre de faire comme « Ah, je pense que je suis pas assez bon. » Ah ouais, puis de la manière qu'elle me dit ça après. Puis là, tu t'inventes un scénario que tu n'as aucune idée si c'est vrai qu'on dit que vous vous êtes parlé après, vous deux. Puis là, je fais comme, ils sont peut-être dit que... acheté de la pâte à dents. Ouais, exactement. Mais moi, dans ma tête, c'est, décevant. Hein? Comme invité, Martin, on pensait qu'elle allait être plus drôle que ça. Puis il n'y a rien de ça. Mais tu commences à croire le scénario que tu t'es inventé et t'agis ou tu as des émotions en fonction de ça. C'est ça qu'on appelle la distorsion cognitive. C'est que je me suis inventé un scénario que vous deux, vous parliez, puis là, je commence à le croire. Puis ça m'arrivait des fois, moi, lors de mes plateaux de tournage. Vu que je suis extrêmement difficile avec moi-même, je me trouvais pas bon. Mais j'ai aucune idée si le réalisateur a trouvé que ma scène était bonne ou pas bonne. Mais là, après, tu sais, tu regardes après la scène, je regardais le regard du réalisateur qui parlait à son assistant, mais lui, il a peut-être dit justement, OK, il faut se dépêcher pour la prochaine scène, il faut aller. Hey, t'as-tu l'équipe, es-tu prête pour la prochaine scène? Mais moi, vu que je n'étais pas confiant de moi, puis je voulais tellement bien performer, j'étais comme... Ah ouais, c'était pas bon. Tu as besoin tout de suite d'un commentaire positif, de dire « Hey, c'était excellent ». Tu as besoin d'être réconforté, d'être rassuré. Oui. Moi, si je joue au hockey, je ne peux pas avoir un coach genre méchant, là, et moi, il faudrait qu'il me flatte dans le dos pour me faire performer. Mais ouais, fait que c'est pas mal l'éventail de mon anxiété, c'est ça. Genre. Mais ça se contrôle bien maintenant. Mais je trouve ça intéressant parce que je savais pas si c'était ça le terme, mais je me reconnais dans ce que tu dis. La distorsion cognitive, oui, c'est fou comment il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais est-ce que toi aussi, mettons, tu sais, comme là, tu dis quand tu es dans une pièce, tu vas tout analyser comme, OK, non, il est pas content ou, tu sais, est-ce qu'une fois que les gens sont partis, ça te fait ça aussi puis tu te remets en question? Ah, totalement. Moi, j'ai vraiment eu des exemples d'anxiété de comme ça à cause de, je sais pas, moi, j'ai une série télé et là, j'apprends que j'ai moins de journées de tournage la deuxième saison. Et là, moi, c'est ça, je me trouvais pas bon. Fait que c'est ça confirme que j'étais pas bon parce que ça, puis peut-être c'est juste que l'intrigue, s'ils sont allés ailleurs pour une raison X ou journée on va combiner tes scènes, mais on a tous des complexes, des peurs, puis des fois notre imagination. Peut-être aussi parce que mon métier fait en sorte que j'ai une imagination qui est vraiment fertile. Je suis bon pour m'imaginer des scénarios. Là. Peut-être aussi parce qu'on n'a aucun feedback dans notre métier. Ouais. Ouais. C'est ça aide à paranoïer aussi. Quand tu fais une audition, ils ne te rappellent pas, puis tu n'as aucune idée pourquoi. Ouais. À un moment donné, tu viens qu'à paranoïer, pas te questionner, qu'est-ce que j'ai fait, puis surtout quand tu es comédien, tu fais beaucoup d'auditions, puis ça nous est arrivé des dizaines, voire centaines de fois que tu n'as pas été rappelé. Là. Ah, totalement. Ça te fait jouer dans la tête. Puis oui, puis je pense aussi que c'est justement notre métier, on est des travailleurs autonomes.
qu'est-ce que va être ma job dans 2 ans? Tu le sais pas. Il y a tout le temps... À l'époque, je n'étais même pas père de famille, mais là, maintenant, je suis un père de famille. OK, je veux juste m'assurer de est-ce que je vais toujours gagner ma vie correctement pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc, il y a tout le temps ce stress-là de... Je pense que ça augmente mon anxiété de performance pour être bon, s'assurer de... Tu sais, il y a plein de couches, là. La carrière, tu sais, tu veux être fier de toi, tu veux que les gens soient fiers de toi, tu veux que tes collègues soient fiers de toi, mais tu veux avoir assez de travail, tu sais, fait qu'il y a plusieurs affaires, mais oui, l'aspect de que tu n'as pas de feedback... Puis ça, c'est niaiseux. Nous, les humoristes, là, hey, là, je sais pas si Mathieu, le producteur, est comme moi. Mais tu sais, des fois, moi, j'aime féliciter les gens. On dit ça, là, on dit, je suis au bordel. Mathieu sort de scène, il était bon, je vais y dire, ça va me faire plaisir. Si j'ai une idée de gag, je vais le faire. Moi, on dit, je sors de scène, puis personne te dit rien, puis ils t'ont peut-être même pas entendu. Mais dans ma tête, je fais comme, j'ai peut-être pas été assez bon, ils m'ont peut-être pas... J'accorde des fois beaucoup d'importance à ce que mes collègues pensent de moi, mais je fais comme, aïe, ça me ferait plaisir que quelqu'un dise, hey, good job, t'as été bon, genre, parce que aussi, moi, je le fais aux autres, parce que j'aimerais qu'on me le fasse. Et j'aime ça donner du feedback, mais ouais, ça, c'est tout le temps... L'absence de feedback, c'est le doute. Et le doute dans le cerveau de quelqu'un qui fait de l'imagination puis de l'anxiété, c'est pas un bon mix. C'est plus important pour toi les rires du public ou les rires de tes collègues humoristes? Je te dirais 100% le public. Mais faut pas sous-estimer le cerveau parce qu'on est capable de faire 2 choses en même temps. Je vais me concentrer sur les rires du public, je vais avoir du plaisir, mais... Hey, je sais pas si des fois le désir, l'opinion de nos collègues nous importe, mais des fois j'ai changé un pacing de joke parce que cette personne-là a déjà entendu ces jokes-là de moi, puis je vais essayer de vouloir la faire rire aussi, cette personne-là, genre. Tu sais, on est... Mais comment tu te sens quand que ton niveau d'anxiété est super élevé? Ben tu sais, je suis vite allé consulter quand même avec ma psy, puis ma psy m'a donné des super bons conseils. Comment gérer ça? Si tu vois que tu es sur une échelle de 1 à 10, tu es à 8 déjà, essaie pas d'être à 0 tout de suite. Là. Il faut que tu t'arrêtes la montée, tombe pas à 10, retire, puis calme-toi tranquillement. Tu sais. Et comment tu fais pour te calmer? T'as-tu donné des conseils? Oui, un conseil super niaiseux, puis je le dis à tout le monde. Là, moi, ça marche. Je suis en char. Des fois, je veux pas arriver en retard quelque part, puis là, ça pompe, puis là, fuck, je vais être en retard, puis là, c'est une accumulation, puis même si tu le sais, sois pas stressé ou n'importe quoi, ou la job, concentre-toi sur le moment présent. Moi, c'est aussi niaiseux que je vais toucher le volant. Puis là, ça va être des affaires sensorielles. Touche le volant. Concentre-toi sur le volant sans les coutures. Puis passe dans ta tête, comment c'est fait, ces coutures-là? Comment ça a été fait? C'est une machine? Ça a-tu été fait à la main? Tu sais ça? Ou n'importe quoi, tu prends une gorgée d'eau. Là, je touche mon verre. OK, l'eau est tiède. Le verre, c'est-tu en vitre, en plastique? Je le sais pas. Puis là, je regarde, c'est utiliser ses sens, visuellement, le toucher, l'odeur, qu'est-ce que ça sent? Puis je vais prendre une gorgée d'eau. Puis tu te focuses vraiment. Puis même si pendant un court instant, ta pensée repart dans ta spirale négative, non, reviens. Puis tu vas voir, instantanément, il y a une panique qui arrête de grandir. Puis c'est juste pour stopper la crise. Puis après ça, là, il faut que tu ailles analyser. Là, je suis capable de faire comme, OK, là, j'ai vraiment paniqué un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'essaie de comprendre d'où vient ce monstre-là dans mon ventre. Pourquoi j'ai eu peur? OK, pourquoi j'imagine qu'ils vont me faire qu'ils vont me couper de ce show-là. Pourquoi? Wow, j'ai paranoïé, c'est aucune chance qu'ils me coupent. Pourquoi? OK, à la base, parce que je veux être bon, j'aurais aimé ça, j'aurais peur de manquer d'argent pour ma famille. OK, c'est une affaire monétaire. OK, non, c'est pas ça. J'essaie d'analyser pour mieux comprendre ça, pour essayer de mieux vivre par la suite. Fait que c'est plein de trucs comme ça, mais c'est surtout d'en parler, parce qu'en parler, quand tu commences à tomber dans une spirale, tu paranoïes, tu crois à tes pensées. Là. Puis dès que tu en parles, tu vas peut-être réaliser que c'est peut-être moi qui ai fait un beau scénario. Là. Puis maintenant que je le vis, j'ai des amis, on dit des fois quand ils tombent dans leur spirale, je fais wow, là, on va écouter ce que tu viens de dire. Là. Le pourcentage de chances que tout ça arrive est assez faible. Là, tantôt, tu disais aussi que tu avais été à Big Brother. Oui. C'était comment ça? Parce que je sais que tu as consulté pendant 3 mois avant. Oui, ça a changé ma vie. Ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Comment? Pour vrai, là, premièrement, j'ai géré plein de... J'avais eu peur de consulter au début parce que j'avais peur d'ouvrir cette boîte de Pandore-là. Je me disais, elle sent que j'ai besoin de jaser, de problèmes, de choses que j'ai,
Mais je me disais, hey, je suis relativement fonctionnel. Là. Si j'ouvre ça, j'avais peur d'aller gratter là-dedans. Tu sais. T'avais peur d'avoir peur. Oui, totalement. Puis j'avais peur que si j'ouvre cette boîte-là, je me pose encore plus de questions, je deviens encore plus angoissé parce que là, elle me fait comprendre des affaires que non, j'avais jamais pensé à ça, c'est encore pire que je pensais. Tu sais. Finalement, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut se faire, d'aller en parler. Puis tu sais, au début, c'est juste les premières séances, tu fais juste vomir verbalement tout ton mal-être, tout ce que tu as à dire, tes doutes. Ça fait tellement du bien de parler à quelqu'un qui a zéro rapport dans tes amis, ta famille, qui te connaît pas, puis qui en a rien à chier de toi. Tu sais, parce que c'est ça, un secret professionnel. Tu fais juste dire des affaires, puis elle s'en fout, elle te juge pas, même si dans sa tête, c'est sûr, c'est humainement, peut-être elle te juge, mais elle va pas te le faire sentir. Et un coup que ça est fait, moi, j'ai adoré me préparer parce que je me prépare pour bien performer. Pour bien, justement, à Big Brother, je me disais, ça va être difficile, c'est un laboratoire et on est des sujets, puis ils mettent des éléments pour nous perturber, puis ils filment ça. Fait que là, je voulais voir comment, justement, vu que je fais de l'anxiété, si jamais je sens que tout le monde me trahit, puis je suis un hypersensible. Puis là, au début, je me disais, OK, je vais broyer à la télé. Puis là, elle me disait, mais est-ce que ça va te déranger? Pourquoi ça te dérangerait de pleurer à la télé? Ben, je sais pas. Finalement, j'ai réalisé que je m'en fous bien raide. Fait que ça m'a aidé à me préparer. Moi, je m'inventais des scénarios. C'est là que l'imagination est bonne. Fait qu'on faisait un scénario. Tout le monde te trahit. Tu pensais que tes 3 meilleurs amis avaient ton bac. Tu te rends compte, ils vont t'éliminer. Puis, aïe, comment tu réagis? Comment tu prends ça? Mais des trucs pour se ramener que c'est pas la réalité. C'est souvent ça. C'est pas partir. Puis j'avais des trucs comme ça. Ma chaîne, je l'ai faite en fonction de Big Brother. Tu sais, c'est les lettres, les initiales de tes enfants. De mes enfants, puis de ma femme, puis de moi, puis en arrière de mes enfants. Juste me rappeler là-bas, de l'avoir tout le temps sur moi. OK, c'est pas... Parce que c'est comme quand t'es dans le Sud, ça devient comme ta nouvelle vie, tes nouveaux amis, c'est tes meilleurs amis. Le monde qui sont célibataires, des amourettes de vacances, c'est comme oh my God, mais c'est pas la réalité. Fait que Big Brother, c'est pas la réalité. Je me donnais des trucs pour revenir, tu sais, et pour rester quand même sain d'esprit, puis apprécier le moment. À Big Brother, quand j'ai réalisé à quel point ma thérapie m'avait aidé, c'est à un moment donné, il y a une voûte, puis là, on devient tout fou, parce que là, ça fait 4 jours que la voûte, elle part dans la nuit, puis... Une voûte, il y avait un endroit secret dans la maison pour gagner l'immunité qui nous permettait de rester en vie dans le jeu. Et là, c'était comme des énigmes. Mais là, dans une journée, 3 ou 4 fois, les lumières allaient devenir rouges, boum! Puis là, il y allait avoir des indices. Mais là, notre journée, on le sait qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre le signal de la voûte. Fait que là, t'as peur, t'es stressé, puis là, tout le monde veut l'information, puis c'est ta vie dans le jeu qui... Puis tout le monde était super stressé, puis on en parlait. On était super bon pour verbaliser nos émotions dans la maison, puis ça nous a tous sauvés. Mais dans une place, quand j'ai réalisé que ma thérapie avait été bonne, c'est quand j'ai fait comme « Wow! Hostie que c'est hot! Je suis terrifié! » Mais j'ai réussi de sortir de moi, de faire comme « Wow! » Tu sais, comme c'est hot comme expérience de jeu. Je suis dans un jeu d'évasion, mais là, ça me fait vivre une sensation. C'est comme quand tu écoutes un film d'horreur. J'ai réussi à c'est pas la vraie vie, le film d'horreur, mais volontairement, je savoure le fait d'avoir peur. Mm-hmm. Et là, j'étais comme capable, dans Big Brother, de faire comme « Oh, OK, là, j'ai l'anxiété dans le tapis. Là j'ai peur, je suis nerveux. » Quel jeu incroyable! Tu sais, c'est pas en un jeu mini-pot que tu vas vivre ça. Là, je suis dans un jeu. Il n'y a rien de vrai de ce qu'on vit, mais mon émotion est vraie en ce moment. Mais juste capable de faire la différence, ça m'a permis de l'endurer. Parce que c'est tout ça. L'anxiété. Puis moi, excusez-moi, je sais que je saute du coq à l'âne, c'est pas une affaire. Mais dans la vie, là, l'anxiété, les angoisses, tout ça, c'est notre capacité à endurer ça. C'est ça. On ne peut pas l'éliminer 100%. Tout le monde vit de l'anxiété dans la vie. Ouais. Il y en a juste qui la tolèrent mieux que d'autres. Puis quand tu as besoin d'aide, c'est que tu as besoin d'aide à la tolérer parce que c'est impossible de l'enlever. Fait que moi, tu donnes des trucs pour la tolérer. Puis, veux pas, c'est quand tu commences à analyser pourquoi tu as peur, c'est à force de la vivre, cette anxiété-là, ben, tu la tolères. Puis tu es capable de la contrôler ou de la prévenir, pas qu'elle monte de 1 à 10, pas qu'elle monte à 10, mais qu'elle reste à 2, 3. Puis tu es capable de te raisonner toi-même puis avoir redescendre à 0 pendant la journée. Puis est-ce que tu étais capable, justement, vu que c'était un jeu, d'être 100% toi-même? Oui, quand même, vraiment. Parce que là-bas, là, c'est... Même si tu arrives avec un plan de match, même si tu arrives avec... on va faire un personnage, je vais être... moi, je vais pas être trop gentil, je vais être méchant. Là. C'est toi qui ressors parce que tu peux pas jouer 24 heures sur 24. Mm-hmm. Puis,
Puis ça me rappelle un élément. Des fois, on pouvait parler dans le confessionnal, puis on leur posait, tu sais, on n'a aucune idée c'est quoi l'image qui était sortie de nous à l'extérieur. Avec le montage. Ouais. Exact. Mais il y a une chose que la personne au confessionnal m'avait dit, c'est on peut pas inventer une personnalité. On peut montrer ton move que tu as fait de la manière qu'on veut, puis tu vas bien paraître ou tu vas mal paraître, peut-être. Mais au bout du compte, c'est impossible d'inventer une personnalité. Parce que tu es 24 heures sur 24 là, les gens parlent de toi, les gens, on te voit, tu peux pas. Puis, on joue pas tout le temps. On joue... Big Brother, là, c'est une expérience humaine incroyable. Je le conseille à n'importe qui dans la vie parce que ça n'existe pas, ça, un break de la vie. Quand tu vas dans le Sud, tu vois d'autres mondes, tu as des nouvelles, tu as Facebook. Nous, on n'avait aucun contact avec l'extérieur. On ne savait pas la guerre en Ukraine, on ne savait rien. Nous, quand on sort, c'est brutal. Wow! Genre, qu'est-ce qui se passe? La guerre, le prix du gaz, puis même... On a un break de la société, puis ça, c'était incroyable. C'était ironique d'être dans un monde complètement faux pour vivre le plus vrai possible parce qu'on n'avait pas de pub qui nous bombardait. Moi, quand je suis sorti, l'affaire qui m'a plus perturbé, c'est quand j'étais dans l'auto qui m'amenait à l'hôtel en attendant que je sois sorti pour le public, c'était les panneaux sur l'autoroute avec les pubs de genre, j'étais comme arc, genre, on a eu un break de se faire que l'importance de notre carrière, l'importance de payer les comptes, l'argent, c'est quoi la société? Hey, t'as-tu vu le nouveau char à la mode ou la nouvelle mode TikTok? Sont combien tes followers? T'as-tu fait un statut qui était intéressant? Tout ça, on a un break, puis ça a été tellement bénéfique. Ben, ça a-tu été top, justement, quand t'es sorti après ça? Est-ce que là, t'as ressenti tout de suite la pression de dire, OK, j'ai du retard, là? Ça a été... Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un feedback du public 99,9999% positif. Ça a été bénéfique pour ma carrière. Le public a apprécié mon jeu. Moi, j'ai eu du plaisir. Tout était positif, là. Fait qu'il y en a qui ont eu un retour plus difficile que d'autres, point de vue les réseaux sociaux et tout ça. Fait que moi, je me disais, ça va bien aller. Mais tout le monde, les autres candidats, les autres célébrités qui étaient sortis avant, me disent, Martin, tu vas voir, ça va être tough. Tu vas avoir 2 semaines, up and down, tu comprendras pas ce qui se passe. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Même si c'était positif, à une place, là, j'étais comme... La vie allait trop vite. Je me souviens de... J'avais gardé mes enfants à la maison. J'ai dit à ma blonde, je peux pas. C'était trop d'action. Il y avait trop d'affaires. Ou j'étais pas capable d'ouvrir mon courriel parce que je voyais comme 400 courriels que j'avais manqués pendant 3 mois. Juste, j'étais comme, ça allait bien. Puis je suis comme, pourquoi j'ai le goût de pleurer au Walmart? Hey, on va, là. Pourquoi j'ai le goût de pleurer, là? Je prenais mon char, j'allais aux commandes à l'auto d'un café. Puis là, j'allais dans un stationnement. Je fais juste prendre un café. Puis j'appelais des amis pour faire comme... Oh man, c'est vraiment weird. Le retour à la vie normale, même si moi j'ai juste été 71 jours là, on compare ça, t'es parti à la guerre 2 ans, oui. Tu reviens comme, oh, OK. Puis c'est important de parler aux autres personnes qui ont vécu ça parce que même si mes amis, ma femme, ma famille pouvaient essayer de comprendre, ils peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu parce que nous, c'est vraiment l'impression d'être parti 2 ans. 1 heure à Big Brother, c'est une journée pour vous. 1 semaine, c'est 1 mois. 1 mois, c'est 1 an. C'est tellement... Tu joues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se réveillait la nuit à 4 heures du matin. Tu parles de la game, puis ça t'occupe. Puis, mais... T'as-tu l'impression de vivre un deuil? En sortant, oui, parce que ça allait quand même bien ma partie. Puis j'étais comme, j'avais des bonnes chances de gagner, mais je m'étais... Richardson Zephyr je m'étais bien préparé à sortir. C'est ça qui a changé la manière que j'ai quitté la maison. Je m'étais préparé mentalement. Hey, c'est juste un jeu, c'est pas grave. Puis, en tant qu'humoriste, Matt, le producteur va me comprendre. Moi, quand j'ai quitté, j'ai fait un mot, puis j'ai fait un roast, puis j'ai scoré fort. Ça a vraiment ri fort. Puis je voyais l'équipe technique, tout le monde pleurait de rire. J'étais comme... Là, j'ai repris la main de Stéphanie qui était en danger avec moi. J'ai fait comme... Si je vais sortir, c'est un hostie de bon moment là parce que je pense pas pouvoir partir. Je peux pas Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, si je suis en danger, ça va être... je sais pas ce que je vais faire. Fait que ça m'a pas dérangé. Ça a facilité ma sortie. Et je m'étais bien préparé à sortir. Mais tu sais, j'aurais aimé ça continuer. Il y a eu un deuil à l'hôtel pendant le premier jour. Ça fait comme... OK, je comprends pas ce qui se passe. OK, puis là, t'es obligé d'écouter tous les épisodes. Fait que là, Comment? Ouais. Ben, il t'oblige d'écouter la semaine que t'es sorti, juste pour au moins comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que des fois, tu comprends pas les jeux de coulisses. Pourquoi? Je pensais être safe, moi, là. Fait que là, pour pouvoir faire des entrevues. Puis, tant qu'à ça, moi, j'ai commencé, puis là, je me disais, hey, je vais être capable. Mais là, j'ai écouté comme 52 épisodes en 3 jours, là. J'étais tanné, là, de voir ma face, puis de voir Big Brother. Mais
pour vrai, ça a été une expérience humaine incroyable. Fait que oui, ça a été difficile, mais bien préparé. Puis il faut que tu te prépares, je pense, pour les prochaines personnes qui vont le faire. Il faut se préparer, c'est un jeu, c'est ça le jeu. Puis mais, excuse-moi, je saute encore du côté de l'âne. Ce que Richardson Zephyr m'avait dit, puis qui m'avait vraiment aidé, c'est la veille de rentrer là, il me dit, Martin, aie jamais peur de partir. Parce que si tu as peur de partir, tu vas jouer différemment. Puis si tu as peur de partir, tu vas mal jouer. Tu sais, un animal blessé, là, il est dangereux, mais c'est ça. Si tu as peur de partir, la pire affaire qui se passe, c'est que tu retournes voir ta famille et tes amis. C'est ça, là. C'est ça, c'est juste un jeu. Fait que j'ai fait comme, ouais, ça m'a aidé à relativiser les choses. Je sais pas comment on est conjugué, ça. Ouais, ça, c'était pas ça. Et fait que ça m'a vraiment aidé, puis c'est ça. Trouverais-tu ça tough de, justement, tu sais, toi, tu veux tout le temps plaire, d'avoir des stratégies pour faire partir les autres? Ouais, ça, mais justement, vu que j'avais une stratégie, ça m'a tellement fait du bien. Parce qu'il y a du monde que, des fois, c'était plus... Il allait au feeling, on va faire ça, on va sortir cette personne-là. Mais moi, puis à un moment donné, je devais trahir un de mes meilleurs amis dans la maison, Eddie, qu'on avait été ensemble. J'avais dit, je vais te protéger le plus longtemps que je peux te protéger. Mais j'avais une stratégie. Et moi, toutes les trahisons que j'ai faites, ils étaient en fonction d'un plan qui était clair, que je verbalisais bien au confessionnal. Puis c'est ça le truc à faire. Tu n'auras pas de l'air méchant si tu expliques au public qu'est-ce que tu essaies de faire, tu sais, puis c'est pas personnel. Fait qu'en faisant ça, ça me dérangeait moins parce que je savais que les célébrités, quand ils allaient voir les émissions, allaient faire comme « Ah, si, il m'a trahi! » OK, ouais, OK, je peux comprendre. Non, c'était logique son plan. Il voulait nous sortir tac, dans cet ordre-là parce que c'était pas personnel, c'était un jeu, il faut qu'il y en reste juste un moment donné. Faut pas que tu arrives là puis t'en veux si le monde va t'éliminer parce que tu fais comme c'est ça le jeu. Puis tantôt, tu disais que, tu sais, au pire, ce qui va arriver quand tu es dehors, c'est que tu vas aller voir ta famille, tes enfants. Est-ce qu'eux, ils étaient préparés mentalement, justement, à ce que tu partes aussi longtemps? À la base, oui, parce que tu sais quand même d'avance que tu vas être là. Moi, j'avais fait des ententes avec ma belle-mère. J'avais dit, tu vas dormir 2 jours par semaine pour aider ma femme avec les enfants, s'il vous plaît. Puis c'était une entente, sinon, j'y allais pas. Fait qu'elle y allait. Fait que c'est sûr que ça a été difficile pour ma femme de gérer les 2 enfants, mais elle était prête. Elle avait beaucoup d'amis. J'ai un entourage incroyable. Tous mes amis, toute ma famille pouvaient aider. Fait que, et aussi, pour eux, c'est différent. Parce que mes enfants me voyaient à tous les jours dans la télé. Fait que c'est pas... Il y a quand même... Il y a quelque chose. C'est pas comme je suis disparu pendant un moment. Ils me voient. Liam était assez vieux pour comprendre que c'était un jeu. Puis c'est ça. Je les avais préparés aussi mentalement. Je disais, papa, il va partir. Ça se peut qu'il parte plusieurs jours, mais ça se peut qu'il parte vraiment longtemps. T'as-tu fait le saut quand t'es revenu? Est-ce que tu trouvais qu'il avait pris un coup de vieux? Ah, totalement. Ça, c'était genre, j'étais comme, j'arrêtais plus. Je pense qu'il y a été 2 heures, j'étais devant le divan, je regardais ma femme. Voyons donc, il disait pas ces mots-là avant, ou genre, il a pris 6 ans. On dirait qu'il y a des enfants à cet âge-là, 1 mois, puis ils deviennent plus matures, ils apprennent des choses, puis j'étais... Même, je me souviens, là, quand il m'attendait chez ma belle-mère, on est allé souper quand je suis sorti de l'hôtel, puis je les avais... Moi, ils se promenaient, je regardais ma femme, je disais... C'est mes enfants, je me sentais vraiment comme un soldat qui revient de 2 ans de guerre, puis il fait comme allô, ah papa, oh, oui, vous êtes qui vous? Wow. Puis quand t'es revenu, justement, ben là, tu sais, ta carrière, écoute, ça a juste explosé encore plus qu'avant, là. Puis t'as fait de la radio, t'as fait plein d'émissions, tu continues tout le temps d'en faire. Comment tu fais pour réussir à gérer toute ton anxiété, de trouver le temps de faire ça, puis d'être un bon père de famille, d'être un bon mari, que d'être toi, là? J'y arrive pas. On va être honnête avec toi, j'y arrive pas, c'est impossible. Faut que tu fasses des choix. Tu essaies d'évaluer le pourcentage que tu peux être bon dans des affaires, puis l'anxiété et tout ça va quand même bien. J'ai eu des... Tu sais, comme dernièrement, j'ai eu l'expérience d'être animateur à la radio. Ouais. Moi, j'avais jamais été le anchor qu'on appelle, et ça me terrorisait. Même si tout le monde dans mon entourage, les producteurs, les gens qui m'engageaient, disaient « Martin, t'as animé dans des soirées, on te voit, tout le monde a confiance en moi. Moi, j'ai plein de complexes, de manière que je m'exprime. » On en parlait tantôt avant l'autre. C'est stressant, on dirait animer... On se frappe sa tête facilement parce qu'on fait une petite erreur de diction ou d'articulation, puis on fait comme « Ah, je suis pas un bon animateur. » Mais il faut s'en foutre. Et fait que j'avais beaucoup d'anxiété. Puis avec ma psy,
Parce que moi, j'ai réalisé, je vais essayer de répondre, moi, j'ai réalisé pourquoi j'ai de l'anxiété de performance, c'est parce que pas mes valeurs, mais mon identité est beaucoup trop déterminée par ma job. Genre, on appelle ça une pointe de tarte, là. Ouais. Tu sais, qui est Martin Vachon? J'accorde beaucoup trop de valeur à le Martin Vachon, l'artiste. Genre, point de vue mes réussites, qu'est-ce que je vais faire, point de vue Martin Vachon, l'ami, le père de famille, le conjoint, tout ça. C'est trop important. J'accorde trop de valeur. C'est trop moi, mon âme, qui je suis. Genre, ma réussite professionnelle. En pourcentage, je dirais que c'est combien? Hey, alors, je te jure, là, quand on a établi avec ma psy, Jean Plage, j'étais comme, peut-être c'est 90%. C'était trop. C'est pour ça que j'avais de l'anxiété de performance. C'est pour ça que j'avais de l'anxiété de... J'accordais beaucoup trop d'importance à... Puis sans le savoir, j'étais comme, non, ça m'affecte. Fait que là, je réussis à diminuer ça. J'ai réussi à diminuer ça. Puis quand on dit, j'ai eu la gig pour être animateur, avec ma psy, la phrase qui m'a aidé, c'est « Ce projet n'est pas toi. » C'est pas toi, ça. Ce n'est pas la personne que tu es. C'est ton travail. Puis ça aille bien, tant mieux. Ça va pas bien, on s'en sac. C'est pas grave. Ce projet-là, ta job, ce n'est pas toi. Puis c'est la même personne, c'est le même discours que je pourrais avoir à quelqu'un que sa tarte est différente, puis ils investissent 90% de leur qui est selon leur conjoint. Tu sais, quelqu'un qui s'investit trop dans son couple, non, c'est mon âme sœur, puis tout ça, mais c'est ton couple n'est pas ta personnalité, n'est pas qui tu es, la personne que tu es. Il y en a que ça va être la job, il y en a que ça va être leurs enfants, il y en a que ça va être leur hobby. Tu sais, genre, les timbres, une collection. Je veux ma collection. Fait que, tu sais, il faut essayer de trouver une répartition qui est plus équilibrée. Et, Puis il faut que ça soit quoi, la bonne répartition? Pour que ça soit équilibré. Tu es à l'aise. C'est ce que pour que tu sois fonctionnel ou que tu n'aies pas de crise. Parce que si c'est quand même bien équilibré, on va dire, dans le meilleur des mondes, là, 25%, tu as 4 tartes. S'il y a une tarte qui chie, là, que ça va vraiment pas bien, tu as quand même une super bonne structure. T'es quand même bien, t'es quand même heureux. Mais si c'est quelque chose que tu considères 80% de ta vie, c'est ça, puis va pas bien, tu iras pas bien. Hey, pour vrai, là, tu devrais t'en aller en thérapie. Mais merci. C'est vraiment bon. Mais je veux te donner un truc pour le côté animation. Là. Oui. Le meilleur truc, c'est sac-toi-en. Parce que pour vrai, là, moi, le jour que quand j'avais peur, là, je me disais, sac-toi-en. Sac-toi-en, tu vas être plus naturel, tu vas avoir du fun, puis tu vas te rendre compte que j'étais vraiment bonne. Ouais, parce que tu t'es pas mis de stress. Tu peux pas... Moi, je me disais, je pouvais pas aller à Big Brother en me disant, j'aimerais ça être bon dans le jeu, être sympathique, le monde m'aime, que je vive bien mes émotions, que ce soit positif ma carrière, positif ça. Puis ma psy a dit, tu penses-tu vraiment tu vas être capable, honnêtement, de bien performer avec toute cette pression-là que tu te donnes, les coches à remplir? Focus, amuse-toi et tu vas voir que toutes les autres affaires vont clic, vont arriver. Je vais te demander de me montrer tes talents d'acteur. Oh, boy. Puis C'est pas pour rien que je joue plus. En même temps, peut-être de me les montrer. OK. Fait que je vais te nommer une émotion, puis je vais te demander de la jouer. Tabarnak! Fait que si tu peux, ben, tu peux regarder la caméra comme ça. Hey. OK? Fait que, regarde. Là, t'es triste parce que tu viens de décevoir un enfant après y avoir dit que son dessin était aussi laid que lui. Je serais pas triste. Je vais embarquer dans le jeu, mais je serais pas triste. OK. Fait que répète-moi ça, je vais te le jouer. Mais c'est ton enfant. OK. Oh, ça fait mal, ça. Oh, il est bon. T'es bon! Mais c'est très petit, là. C'est le jeu caméra, là. On n'est pas au théâtre. T'es anxieux parce que t'attends ton résultat pour savoir si t'as une gonorrhée puis il faut que tu le caches à ta blonde. Oh my God! Ouais, Hey, t'es solide, bravo! On voit que tu l'as vécu, ça. Vraiment, ouais, c'est ça. T'en as-tu une, finalement? Non, c'est correct. C'était juste des champignons. Tu viens d'apprendre que t'as plus de maison parce que ta blonde, elle l'a perdu au poker. What? C'est tellement gros. OK, attends une minute. C'est l'incompréhension parce que je savais même pas ma blonde jouer au poker. À chaque semaine, toi, tu t'achètes un billet de loterie, puis là, ben,
avec tout le temps les mêmes numéros. Puis là, aujourd'hui, tu viens d'apprendre que tu viens de gagner un gros lot de 657 millions. T'appelles ta blonde pour y dire. J'appelle pas ma blonde, j'appelle mon avocat. Non, c'est vrai. OK. Fait que là, il faut que je fasse la phase de... Fait que là-dessus, on va finir ça. T'es excellent. Est-ce que t'as aimé ton jeu? Hey, c'était incroyable. Un gros merci d'être venu. Mais merci à vous, vraiment, c'était vraiment le fun. Non, mais merci. 1, 2, 3, à 2. À 2. À 2 pilules d'être folle. À 2, c'est bien mieux pour apprendre ce qu'on peut pas te montrer à l'école. À 2 pilules d'être folle. À 2 pilules d'être folle.